Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. On est là aujourd'hui pour parler de quelque chose que je pense que vous pensez que vous connaissez. Ça. Je suis sûre que vous pensez que ça, c'est la respiration. Ben, pas de bol, c'est pas de la respiration. Ça, on est en train de faire la ventilation pulmonaire. La ventilation pulmonaire, que c'est un échange entre gaz comme l'oxygène quand on inspire et la libération de dioxyde de carbone, CO2, qui va dans le sang, ça veut dire les deux alvéoles rentrent l'oxygène, qui fait un échange avec les sangs qu'on appelle hématose. Donc ça, c'est la ventilation. Aujourd'hui, on est là pour parler, donc on va mettre déjà ça. On a inspiration, oxygène, et là, on aura le dioxyde de carbone, plus une autre chose, un autre type de gaz, c'est la vapeur d'eau. Tout simplement, l'eau. OK? Donc, on voit tout de suite que cette réaction ne va pas du tout. Parce qu'on a d'un côté l'oxygène, de l'autre côté, on a carbone et hydrogène. Ben, c'est pas possible. Donc, il va falloir ici mettre du carbone. Il va falloir mettre aussi de l'hydrogène. OK? Et donc, on sait très bien que cette formule CHO, chaud, c'est tout simplement la base de matière organique qui est quelque chose que vous connaissez déjà, qui est produite par la plante à partir de la photosynthèse. Donc, qu'est-ce que la plante fait? Elle est un être vivant autotrophe, elle produit sa propre matière organique et vous savez déjà quelle est cette matière organique qui s'appelle glucose. Donc, on va ici, ça c'est la formule minimale, mais on va mettre ici la formule du glucose. C6H12O6. Voilà. Et on va équilibrer toute cette équation en mettant là la quantité de carbone et vous allez voir qu'elle est équilibrée. Donc là, ça fait plus de sens. Donc ici, on a la matière organique qui va permettre que le dioxyde de carbone soit expiré. Et il y a aussi la formation d'eau. Mais on n'est pas fini. Qu'est-ce que c'est ce glucose? Pourquoi on fait ça? Pourquoi il est là? Il est là tout simplement parce que le glucose, cette molécule que je vous présente là d'une autre façon, ok? Ça, c'est une façon de la présenter. C'est 6H12O6 ou sinon comme ça, qui est une molécule qui est la source d'énergie de notre corps. Vous savez très bien. Et que cette source d'énergie, on va chercher où? Dans les plantes. Ou sinon, dans la vache. On mange la viande et cette vache, elle a effectivement mangé de la plante. On est d'accord. Au travers de la photosynthèse, la plante a produit ce glucose-là. Donc, au travers de la lyse de carbone, parce qu'ici, on a toujours de carbone partout, de carbone. Au travers de la lyse de carbone, là, on va dégager de l'énergie. Donc, je vais mettre là, dégager de l'énergie. Allez, énergie. Très bien. Cette énergie, elle sera dégagée, mais une partie va devenir chaleur. C'est pour ça que quand on fait de l'activité physique, on va utiliser cette énergie, mais une partie de cette énergie sera perdue sous la forme de chaleur. Mais il y a une autre partie qui est tout de suite stockée. Donc, on va prendre ici un exemple. Déjà, on va prendre le sucre, le glucose. Un mol de glucose correspond à 180 grammes de sucre en poudre. Il faut savoir que le sucre, ce n'est pas que du glucose. Le sucre, c'est un mélange de fructose et glucose. Saccharose. Mais ce que je vais dire là, c'est qu'on va prendre une mol de glucose. Si vous ne connaissez pas le mol, ce n'est pas grave. Ce n'est pas notre objectif là maintenant. Une mol, c'est une quantité. Okay? Une quantité qu'on va représenter par mol, biochimiquement parlant. On utilise mol.
Donc, une mole de glucose correspond à 180 grammes de sucre qui, quand utilisée dans le vivant, elle dégage à peu près 3000 kilojoules. Ça, vous me croyez, c'est une valeur tout simplement. Le kilojoule, c'est, pour vous donner une ordre d'idée, si on fait la division pour 4,2, ça va nous donner à peu près 717 kilocalories. Mais tous ces chiffres-là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on utilise du glucose, on utilise de l'oxygène, on a libération de gaz carbonique et de vapeur d'eau, et on a, ce qui est important, c'est cette libération d'énergie à partir de la lyse de tout ce carbone, qui ça veut dire alors un processus chimique, c'est le catabolisme du glucose. Au travers, en train de mettre la molécule du glucose, un petit morceau, on dégage cette énergie. Cette énergie sera stockée dans une molécule très importante de notre corps qui s'appelle ATP. Pourquoi cette molécule qui s'appelle adénosine triphosphate, pourquoi elle est aussi importante? Parce que c'est la molécule d'échange, c'est la monnaie d'échange du vivant. Par exemple, quand moi, je viens du Brésil avec ma monnaie qui s'appelle Real et j'arrive en Europe, ma monnaie sera changée pour une monnaie unique, c'est l'euro. OK? Donc, la monnaie d'échange en Europe, c'est l'euro. Mais la monnaie d'échange du vivant, à la place de prendre la monnaie protéine, la monnaie, chaque monnaie, monnaie lipide, monnaie je ne sais pas on transforme tout, monnaie glucose, tous ces nutriments seront transformés en énergie et stockés sous une seule forme, qui s'appelle adénosine triphosphate. Ici, un petit récap. Adénosine, c'est quoi? C'est un nucléoside qui on a une base, adénine, plus ribose. On est d'accord? Et quand on a plus un phosphate, on va former un nucléotide, qui d'ailleurs, c'est la structure principale de notre ADN. On est d'accord? Donc, que pour vous dire que l'ATP, ok, c'est une adénosine, ça veut dire le nucléoside, triphosphate. Donc, là, on n'aura pas un phosphate, mais on aura 3 phosphates. Quand on a ce signe-là, ça veut dire que ce phosphate, il est très facile à dégager, à être libéré. Pourquoi? Parce qu'il faut bien mettre dans la tête que cette forme de stockage, c'est un stockage immédiat. On a une utilisation immédiate de cet ATP. Parce que si l'énergie, elle est stockée sous une forme à long terme, elle est stockée où? Là, dans les adipocytes, sous la forme de gras. OK? Donc là, on est en train de parler d'une source d'énergie immédiate. Donc, on aura l'ATP. Donc, qu'est-ce que va se faire? Si on a besoin de l'ATP, on va utiliser cet ATP comment? Il va dégager de l'énergie et on va former ADP plus un phosphate inorganique qui sera là à côté. Ça veut dire qu'ici, on a libération d'énergie, on a perte d'énergie, une perte sous la forme de chaleur, et l'autre partie sera utilisée par le corps. OK? Si on a besoin à nouveau d'énergie, ce phosphate va s'unir. Donc, quand on va s'unir, on va construire. On va faire anabolisme. Donc, on va construire, on a besoin d'énergie. Je vais répéter ça d'une autre façon. Ça veut dire que je mange mon glucose, ce glucose sera catabolisé, blablabla. Il sera transformé en ATP, on est d'accord, et on aura aussi la libération de CO2 et de l'eau, mais cet ATP, c'est pour une utilisation immédiate du corps, et j'ai dégagé cette énergie, donc c'est une réaction exergonique, ok? Ça veut dire une réaction qui dégage de l'énergie. En tant que, quand j'ai besoin d'ATP, je vais faire une réaction endergonique. J'ai besoin à nouveau d'énergie. C'est beaucoup plus difficile de anaboliser, de construire que de casser. Si on prend par exemple une construction, quand on voit un mur, on le casse, il y a l'énergie qui se libère et il y a tout qui se tombe. En revanche, quand on va construire, demande aux gens du bâtiment,
Quand on va construire une maison, il faut prendre pierre par pierre et ça dégage, ça demande beaucoup d'énergie. C'est le cas. Donc, il faut savoir que dans notre corps, on a à peu près, selon notre poids, entre 40, je dirais, à 70 kilos par jour, on produit d'ATP. Okay? Évidemment, pour cette production d'ATP, on va voir tout à l'heure, on dépend de plusieurs facteurs. Mais le plus important, c'est cette idée. Donc, à partir de 1 mol de glucose, attention pour ne pas faire de mélange, ici c'est 1 mol de glucose, on dégage 3000 kilocalories, une partie de cette calorie sera stockée sous la forme d'ATP. 1 mol de glucose, là, 1 mol de glucose, le même mol de glucose, va produire à peu près 36 mol d'ATP. Et c'est pour ça qu'on met ici à la fin, plus, il y a des gens qui mettent 38 ATP, 36 ATP, 30 ATP. En fait, c'est 30. Mais le chiffre, on n'est pas là pour se préoccuper avec le nombre d'ATP. On dégage beaucoup d'ATP, ok? Entre 30 et 38 ATP, on va dire comme ça pour l'instant. Et donc, 1 mol d'ATP correspond à 40 à 50 kilojoules, ok? On avait fait que 1 mol de glucose, là c'est 1 mol d'ATP. Tout ça pour vous dire qu'il y a une partie de cette ATP, pas de l'ATP, de cette énergie qui sera transformée en chaleur, qui ne sera pas utilisée par le corps. C'est pour ça que quand on fait l'activité physique, on dégage beaucoup d'énergie et le corps chauffe. Vous sentez quand même que vous êtes chaud, ok? Et donc, ce rendement, on a normalement 60 à 70% de rendement. Ça veut dire qu'on profite, quand on a cette transformation, cet stockage, et on utilise 60 à 70% d'énergie. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le reste, ça veut dire 40 à 30%, on aura une perte, comme je viens de vous dire, sous la forme de chaleur. On va faire une comparaison avec une voiture. Parce que c'est quoi la possibilité d'utilisation d'énergie d'une voiture? Exactement comme le vivant. Il va utiliser du carbone et de l'hydrogène, qu'on appelle hydrocarbures, ok? Le pétrole. Donc, on va utiliser cet hydrocarbure qui va aussi éliminer dans l'air les CO2 et l'eau comme l'eau. Sauf que le rendement, c'est, par exemple, à diesel, c'est 40% et les moteurs essence, c'est 30%. En tant que notre moteur, c'est 60 à 70%. Et là, vous pouvez me demander, Elisa, pourquoi le rendement humain du vivant est beaucoup mieux que le rendement d'une voiture? La réponse, elle est là. Parce qu'on a un carburant dans les deux situations. On va prendre un carburant. On va utiliser de l'oxygène dans les deux situations, voiture ou vivant. Et on va produire du CO2 plus de l'eau. Dans le cas de notre voiture, on va transformer l'énergie chimique, le carburant, les hydrocarbures, on va transformer énergie chimique en énergie mécanique. On est d'accord? Sauf que ça, on fait une fois. Donc, ça va dégager énormément d'énergie et il y aura beaucoup de pertes. Le vivant, la biologie, la biochimie du vivant, elle est beaucoup plus intelligente. À la place de faire ça d'une seule fois, elle fait ça par étapes. Donc, elle a une première étape où elle va transformer ce glucose-là en une autre molécule. Et après cette molécule à une autre molécule, au fur et à mesure, jusqu'à la libération de CO2 et l'eau. Donc, elle fait par étapes. Et quand elle fait par étapes, on va dégager beaucoup d'énergie, beaucoup moins d'énergie si on compare avec la voiture, mais beaucoup moins de pertes. Donc, l'humain, là, c'est ma représentation de l'humain, il fait par étapes. La question qu'on se pose maintenant, c'est la respiration alors. C'est un processus qui utilise du glucose, on est bien d'accord, qui va être catabolisé en utilisant l'oxygène pour la formation de CO2 l'eau et qu'on va éliminer, on va dégager, pardon, l'énergie et que je vais mettre ici à peu près 36 ATP. Ok,
c'est ça, avec une perte de 30 à 40% sous la forme de chaleur. Très bien. La question alors, c'est si ce n'est pas le poumon, qui respire? C'est ça la question. Qui respire? Ben, la réponse, je vais vous faire tout de suite. Ici, je vais faire une cellule. On va imaginer ici une cellule. OK? Je vais faire mon noyau ici. Hein? Noyau, voilà. Noyau. Et il y a une organite qui est submergée dans le cytoplasme. Cette organite s'appelle mitochondrie. Et c'est dans cette mitochondrie, voilà, qu'on aura la formation d'ATP. Mais je vous avais dit qu'on va faire cette respiration pour qu'on profite de cette énergie par étapes. La première étape, c'est pour ça que j'ai mis le nom là-haut, s'appelle glycolyse, qui c'est effectivement casser tout ce carbone dans la molécule de glucose, mais cette partie-là, elle est indépendante de l'oxygène, ok? Elle va se faire au niveau du cytoplasme des cellules. Après la glycolyse, ok? On aura, si on a la présence d'oxygène, si on n'a pas, on va faire la fermentation, qui c'est un autre sujet que vous pouvez regarder dans la liste de nos vidéos. Qui respire? Réponse, mitochondrie. La mitochondrie qui est dans nos cellules. Plus l'organe, par exemple, le foie ou le cœur, sont des organes qui exigent beaucoup d'énergie, plus on aura des poules de mitochondries. C'est très important de voir ça dans la tête. Donc, on aura beaucoup plus de mitochondries en fonction de la fonction de chaque organe ou tissu, si vous voulez. D'accord? Et donc, on aura cette mitochondrie et comme je vous ai dit, la première étape, c'est la glycolyse, qui est écrite là, qui va se faire au niveau du cytoplasme. Si on continue à voir la présence d'oxygène, si on va voir la présence d'oxygène, on passe à la deuxième étape, qui elle déjà est dans notre mitochondrie, qui c'est le fameux cycle de Krebs. C'est quoi le cycle de Krebs? On va hacher le carbone pour libérer du CO2. Ok? C'est ça l'objectif. Ce cycle de Krebs, c'est vraiment pour hacher et pour avoir le maximum d'énergie possible, on aura des transporteurs d'énergie, qui sont les NAD et le FAD, qui vont, ces deux molécules, aller jusqu'à la crête mitochondriale pour effectivement faire la respiration cellulaire et libérer le fameux CO2 et de l'eau, ok? Donc, on est d'accord que cette réaction qui part du glucose plus l'oxygène et qui donne ça, en fait, en vrai, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est que dans la première étape, on aura le glucose qui sera transformé en 2 pyruvates. Donc, en fait, c'est l'utilisation du pyruvate qui va me donner cette possibilité de libération de CO2 et de l'eau, si, évidemment, on a la présence d'oxygène. Si on n'a pas, on n'a que du pyruvate, on va faire que de la fermentation. Ça veut dire que de la glycolyse. Qui là, on ne va pas produire 36 ATP, mais on va produire 2 ATP. Ça veut dire que la glycolyse est quelque chose de très, très ancien. Les micro-organismes utilisaient tout simplement que de la glycolyse pour produire 2 ATP. Avec l'évolution, on arrive au vivant, à l'homme, qui aujourd'hui a la possibilité, en utilisant de l'oxygène, ne pas rester au pyruvate. Ce pyruvate va pour de façon très intéressante et merveilleuse que je vais vous présenter après, qu'on a une phase intermédiaire, va rentrer, se transformer en acétyl-CoA. Tout ça sont des étapes. Hein. Il y a l'étape principale glycolyse, après cycle de Krebs. Dans le cycle de Krebs, pour que ça rentre dans le cycle de Krebs, on a cette déjà transformation de pyruvate en acétyl-CoA. Il rentre dans le cycle de Krebs. Et après, on aura alors les molécules qui vont être des camions d'énergie, NAD et FAD,
qui à ce moment-là, ce sera FADH2 et NADH plus H+, on aura la compréhension de ça tout à l'heure, qui vont jusqu'à la crête mitochondriale, qui vont passer par plusieurs protéines, ok, qui vont à la fin, on aura notre accepteur final, qui c'est l'oxygène, qui va recevoir ces électrons et cette énergie et libérer de l'eau. L'eau, c'est pas un problème. L'eau, le corps, il l'utilise toujours. D'accord? Ça, c'est effectivement la respiration cellulaire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien compris la démarche d'une explication globale. C'est vrai qu'après, pour la glycolyse, on aura besoin d'étudier 10 étapes de la transformation du glucose en pyruvate. Après, on a la beauté du cycle de Krebs. Et après, on a la beauté de respiration cellulaire que vous allez m'accompagner dans mes vidéos. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Vem comigo!